Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la transition guinéenne en question. Un document a été présenté par le Premier ministre et validé par le chef de la junte. Il y est question de la gouvernance, de la situation financière, du cadre légal, mais rien sur la durée de la transition. 4 mois après le coup d'État, on ne sait toujours pas quand aura lieu la prochaine présidentielle. Nous irons sur place dans ce journal. En Somalie, des militaires lourdement armés se sont déployés à Mogadiscio au lendemain de la suspension du Premier ministre par le président. Quels sont les ressorts de cette crise politique et comment le pays peut-il s'en sortir? Nous serons avec Robert Kluivert en direct depuis Bruxelles, un spécialiste de la Somalie et des pays de la Corne de l'Afrique. Et nous terminerons par les Béninois qui sont champions du monde des nations de pétanque. Le pays s'impose depuis des années dans ce sport et accueillera les prochains championnats du monde l'année prochaine. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par la situation en Guinée où le Premier ministre Mohamed Beavogui a présenté sa feuille de route pour la gestion de la transition, un document approuvé par le chef de la junte mais diversement apprécié par la classe politique et pour cause, il n'y est pas fait mention de la durée de cette transition. Plus de 4 mois après le coup d'État, les Guinéens s'interrogent toujours sur la date de la prochaine présidentielle. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Le document se décline en 2 axes. Il fixe d'abord 5 grandes orientations autour notamment de la gouvernance, de l'état de droit, de la situation macroéconomique et financière et des réformes des institutions. Ensuite, il énumère une série de scrutins à se tenir, à savoir les élections locales, présidentielles et législatives. Cette feuille de route du gouvernement guinéen n'a donné aucun détail sur la durée d'exécution de ces grandes lignes, mais aussi sur la durée de la transition, ce qui inquiète certains acteurs politiques du pays. La feuille de route pour nous aurait pu mentionner un calendrier, n'est-ce pas, de la transition, tout au moins un délai. Et cette inquiétance, c'est l'une des préoccupations majeures de la classe politique. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous sommes retrouvés pour de nouveau faire des recommandations au CNRD, pour leur dire de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un dialogue national. D'autres estiment que la durée de la transition ne doit pas être une préoccupation majeure en cette période. Pourquoi la fixation sur le délai? Ce qui est important ici, c'est ce que nous allons faire pendant cette période transitoire et nous amener vers une réussite. Et surtout, ne jamais entendre parler d'une autre période transitoire quelques années plus tard. Pour cette fois, nous nous tenons à ce que cette période transitoire soit une réussite. À rappeler que la Guinée reste toujours suspendue par la CEDEAO qui exige aussi un chronogramme précis pour un retour à l'ordre constitutionnel. La Somalie s'enfonce dans une crise politique depuis plusieurs mois. Ce lundi, le président a démis le Premier ministre de ses fonctions, arguant de soupçons de corruption, alors que ce dernier, de son côté, dénonce un coup d'État. Ce mardi, ce sont des militaires lourdement armés qui sont déployés dans les secteurs stratégiques de la capitale. Robert Kluivert, doctorant en relations internationales au CERI, spécialiste de la Somalie et des pays de la Corne d'Afrique, décrypte pour nous ce qui se trame entre les 2 dirigeants. Le président Farmajo cherche à se faire réélire et il aurait, depuis le 8 février dernier, il aurait dû démissionner parce que son mandat est arrivé à terme. Le Premier ministre Roblé s'est montré très capable d'organiser les élections et il a gagné la confiance de la population et aussi de la classe politique dans son ensemble. Alors maintenant, c'est devenu une menace pour le président Farmajo et c'est pour ça qu'il a cherché, c'est pas la première fois, il a cherché à l'écarter du pouvoir pour pouvoir contrôler entièrement sa réélection. Alors dites-nous, le Premier ministre a demandé l'appui de l'armée qu'il a obtenu, semble-t-il, parce que des soldats qui lui sont loyaux ont été déployés, se sont déployés lourdement armés, on les a vus dans la capitale à Mogadiscio. Finalement, est-ce que l'armée détient une clé pour résoudre cette crise, finalement? Chaque unité répond à son commandant et malheureusement à ses appartenances claniques. Donc, comme le Premier ministre Roblé appartient à un clan très puissant, il a quand même beaucoup de soutien dans l'armée, mais Farmajo aussi.
Donc, on a vu déjà en avril dernier, quand le président a cherché à prolonger son mandat présidentiel de 2 ans, quand il était déjà arrivé à terme, ça a déclenché des combats dans les rues de Mogadiscio entre des unités armées. Ça a vraiment affolé la population, parce que la population de Mogadiscio ils ont vraiment très peur d'un retour du conflit armé, parce ça a été très grave à Mogadiscio pendant des années. Mais plus largement, à votre avis, qui détient les clés de la résolution de cette crise, si tant est qu'il peut y avoir une résolution de cette crise politique? Eh bien, franchement, là, je pense que la communauté internationale devrait peser beaucoup plus, parce que Farmajo, le président sortant, ne respecte plus aucune règle. Par exemple, il n'a même pas le droit, selon la Constitution, de limoger le Premier ministre. Et la communauté internationale qui paye quand même, la Somalie est un pays très lourdement financé par l'intervention internationale, elle devrait au moins insister que la Somalie et le gouvernement et le président Farmajo respectent les règles. On passe au Cameroun où l'armée accuse la branche locale de Médecins sans frontières de complicité avec les séparatistes armés anglophones, des accusations que rejette l'ONG qui invoque la Convention de Genève pour justifier ses actions dans ces régions en proie à un conflit armé avec le pouvoir central depuis plus de 5 ans. Les précisions à Yaoundé de notre correspondant Marcel Amoko. C'est une nouvelle escalade dans les relations déjà très tendues entre les autorités camerounaises et Médecins sans frontières. Dans un communiqué publié ce 27 décembre 2021, le ministère camerounais de la Défense reproche à MSF d'avoir procédé le 26 décembre dernier à une exfiltration clandestine d'un combattant séparatiste blessé dans un accrochage avec l'armée camerounaise dans la région anglophone du Sud-Ouest. Le porte-parole de l'armée, le colonel Cyril Atonfa, qui signe ce communiqué, va même plus loin et accuse Médecins sans frontières d'entretenir des relations étroites avec les séparatistes armés anglophones. Des accusations immédiatement démenties par Médecins sans frontières qui affirme lui aussi dans un communiqué qu'au Cameroun comme ailleurs dans le monde, les personnes sont traitées sur la base des seuls besoins médicaux indépendamment de leurs origines ou affiliations. Une action médico-humanitaire protégée notamment par les conventions de Genève. Rappelons que depuis décembre de l'année dernière, le gouvernement camerounais a interdit les activités de Médecins sans frontières dans l'autre région anglophone du Nord-Ouest, les autorités camerounaises qui ont toujours accusé Médecins sans frontières de complicité avec les séparatistes armés anglophones. Les deux parties que nous avons sollicitées n'ont pas souhaité réagir. Au moins 31 travailleurs sont morts dans l'effondrement d'une mine d'or dans le centre du Soudan. 8 autres sont toujours portés disparus selon les responsables. Il s'agit d'une mine artisanale située à 500 km à l'ouest de Khartoum. Depuis une dizaine d'années, ces fouilles artisanales se sont multipliées à travers le pays, représentant 80% de la production nationale et emploient environ 2 millions de personnes. La justice sud-africaine a suspendu l'exploration sismique de Shell. Le géant de l'énergie devait rechercher du pétrole et du gaz sur plus de 6000 km² au large de la côte sauvage au sud-est du pays. Les militants écologistes qui avaient appelé au boycott du projet saluent cette décision comme une immense victoire. On reste en Afrique du Sud. Depuis la disparition ce dimanche de l'archevêque Desmond Tutu, les témoignages affluent du monde entier. Ce soir, nous allons entendre sa fille, Nontombi Namo Tutu, un témoignage ému sur le rôle et l'impact politique de l'icône de la paix. On l'écoute. C'était à l'occasion d'un enterrement en Afrique du Sud. Des jeunes ont voulu tuer une personne qui était là et qui avait été identifiée comme un informateur auprès de la police. Des journalistes américains m'ont appelé, m'ont dit « On a des images de votre père qui sauve quelqu'un. On aimerait que vous les commentiez. » Voir ça, le voir s'impliquer, il y avait tellement de choses marquantes dans ce moment. La première, c'est qu'il a eu le courage d'aller dans la foule et de dire « Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. » Et l'autre, c'est que tous ces jeunes ont écouté, vu qu'il y avait une dignité à avoir dans notre combat. Ces gens auraient pu lui dire « Qui êtes-vous pour nous parler de ces gens qui nous dénoncent ?» Mais ils avaient du respect pour lui.
Le saviez-vous, le Bénin est champion du monde des nations de pétanque en battant le Luxembourg en finale. Rien de surprenant, d'après les spécialistes, le pays performe depuis quelques années dans cette discipline. Vice-champion du monde depuis 2016, c'est d'ailleurs le Bénin qui accueillera en décembre 2022 l'organisation des championnats du monde de pétanque. Reportage d'Emmanuel Sodji. C'est lorsque l'ardeur des rayons du soleil est supportable que les joueurs de boules se donnent rendez-vous dans les ruelles de Cotonou. Premier prix, 10 000. Le deuxième, 5 000. Au Bénin, sur ces boulodromes improvisés, il n'y a ni barrière sociale ni générationnelle. Ici, tout le monde se côtoie dans un esprit convivial et chaleureux. C'est l'un des sports les plus populaires au Bénin. Vieux comme jeune, tu peux jouer et ça se joue dans toutes les rues. Même les femmes jouent au boule au Bénin. Mokhtar, au talent très prometteur, rêve lui de défendre les couleurs de son pays pour le prochain mondial en 2022. Je suis déjà allé 3 fois en présélection. Je n'ai pas prouvé parce que je manquais d'expérience. Maintenant, j'ai pris du recul et je pense que cette fois-ci, je pourrai intégrer cette équipe. Marcel Biot fait partie des meilleurs tireurs au monde. Il collectionne avec son équipe les récompenses depuis plusieurs années. Mais l'exploit, c'est le titre en 2016 de vice-champion du monde devant la France, pourtant le berceau de la pétanque. Ça m'a permis d'avoir accès facilement en France. J'ai été invité en 2017 au trophée des équipes. Et cette même année, on nous a invités au Master de pétanque. Grâce à ça, je suis connu dans n'importe où je vais, où je mets le pied, où là la pétanque. C'est Porto Novo, à une quarantaine de minutes de Cotonou, qui forment les meilleurs boulistes. Dans l'ancienne ville coloniale, le sport boule, c'est une affaire de famille. La pétanque est venue par les Blancs et ça a commencé à Porto Novo. Donc nous avons hérité de ça. C'est pour ça que nous jouons tout le temps. Et nous sommes le vivier de la pétanque au Bénin. Et ici, les jeunes sont initiés très tôt à la pétanque afin d'assurer la relève des champions. Nous venons de détecter 2 bons talents, des petits qui tirent bien et qui pointent très bien. Pour l'instant en sport, seule la pétanque ramène au Bénin des titres de haut niveau. Le mois dernier, celui de la Coupe du Monde des Nations en Espagne face au Luxembourg. Résultat, une école privée flambant neuve vient d'ouvrir ses portes avec une section spéciale pour les arbitres, une première sur le continent. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal d'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de Conakry à Mogadiscio en passant par Cotonou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.